Smart Space, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous 100% espace sur Bismart. Zoom aujourd'hui sur une start-up aux ambitions lunaires, The Exploration Company. L'entreprise travaille déjà avec l'Agence spatiale européenne et elle aura l'honneur de rejoindre Ariane 6, même de participer au vol inaugural d'Ariane 6 en embarquant sa technologie à bord. Derrière cette entreprise, il y a celle qui veut décrocher la Lune et embarquer avec elle toute l'Europe. Hélène Huby, cofondatrice et dirigeante de The Exploration Company, qui est avec nous en plateau aujourd'hui. Bonjour Hélène. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Merci beaucoup. Alors Hélène, on vous décrit depuis le début de votre aventure avec The Exploration Company, mais vous nous parlerez de votre aventure avant également. On vous décrit comme la Elon Musk européenne. On entend beaucoup ça en fait dans les médias. Est-ce que c'est une comparaison qui vous sied ? D'abord, c'est extrêmement flatteur. Elon Musk est quelqu'un qui a profondément transformé le spatial. Et si je peux contribuer à transformer le spatial en Europe, j'en serais extrêmement heureuse. C'est quelqu'un qui a une grande ambition et en même temps a été extrêmement rationnel dans la façon de mettre en œuvre cette ambition, avec des milestones très proches les uns des autres. On essaie de suivre aussi une philosophie similaire, c'est-à-dire qu'on est extrêmement ambitieux. Si on réussit, notre entreprise va transformer l'Europe du spatial, va permettre à l'Europe d'accéder aux stations spatiales qui, aujourd'hui, il y en a deux, l'internationale et la chinoise. Demain, il y en aura 4, 5, 6. Si on n'a pas cette capacité d'accès, de transport de nos astronautes vers les stations spatiales, notre argent du contribuable va partir financer les technologies américaines. Et puis, on va permettre à l'Europe d'aller sur la Lune pour un prix qui sera extrêmement bas et de maîtriser en fait cette logistique de l'écosystème cislunaire. Donc, l'ambition est très forte. Énorme. Mais par contre, on avance avec des milestones très précis, très rapprochés les uns des autres, avec un planning extrêmement serré. Avec que vous respectez, je crois, pour l'instant, à la lettre. Hein. J'ai la joie effectivement, de partager avec vous qu'à la fois au niveau du planning et au niveau du cash, nous sommes complètement on track, c'est-à-dire que le business plan que j'ai présenté à mes investisseurs en juillet 21, au niveau des coûts et du planning, ce sera le même que je représenterai aux investisseurs qui voudront nous rejoindre pour la levée de la série A qu'on commencera en septembre. Donc par rapport à Elon Musk, aujourd'hui on n'a rien fait par rapport à ce que lui a fait, hein, mais je pense qu'il y a une ambition transformatrice qui est probablement est la même. Par contre, au niveau du management et de la façon dont nous faisons les choix ensemble avec l'équipe, je pense que c'est très très différent comme culture. À quel moment justement vous avez développé ces si grandes ambitions? À quel moment vous êtes dit, en fait, aller dans l'espace, c'est pas de la science-fiction? Je pense que c'est arrivé peu à peu. J'ai eu la chance de rentrer chez Airbus il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, très très belle entreprise que j'ai quittée ensuite pour fonder ma start-up. Et en fait, en apprenant peu à peu ce qu'était l'espace, aussi en tombant amoureuse simplement du spatial, on se rend compte que c'est un domaine qui va être majeur pour nos économies, la façon dont on vit demain, de plus en plus. Qu'on devient dépendant du spatial pour nos communications, pour optimiser nos activités sur Terre, et puis qu'on a la chance de vivre aujourd'hui. Donc ça ne prendra pas un jour, de même que la découverte des nouveaux mondes n'a pas pris un jour, mais qu'on vit dans un siècle dans lequel, à mon avis, l'humanité peu à peu va devenir une humanité multiplanétaire. Et donc ça, cette prise de conscience, elle a été progressive. Je pense que le point vraiment de prise de conscience majeure, c'est quand j'ai eu la chance de travailler sur le véhicule Orion, donc qui est le véhicule qui est construit en coopération entre l'Europe et les États-Unis et qui ramène l'humanité sur la Lune. C'est le premier programme. Dans le cadre de la mission Artemis. Dans le cadre de la mission Artemis, exactement. En Europe, c'est la première fois qu'on travaille sur du vol habité. Donc c'était une chance incroyable de contribuer à ce véhicule. Quel était votre poste d'ailleurs chez Airbus? Qu'est-ce que vous faisiez précisément, qu'on comprenne un peu donc concrètement chez Airbus, j'ai commencé quelques mois après mon arrivée. J'ai eu la chance d'être entre guillemets projetée comme directrice de l'innovation pour Airbus Defence and Space, qui à l'époque venait d'être créé. Je connaissais rien au spatial. Je connaissais des choses à l'innovation parce que j'avais travaillé chez Faber Novel, qui est une entreprise spécialisée sur l'innovation digitale en France avant. Donc on m'a fait confiance, donc j'ai tout appris. J'ai fait des cours du MIT online pour apprendre les bases, on va dire, de l'aerospace engineering. Beaucoup passé de temps avec les experts. Et puis je pense contribuer à lancer des projets qui aujourd'hui sont devenus des vrais business. Donc ça, c'était mon premier poste. Le Air-to-Air Refueling Automated, par exemple, c'est un projet qu'on a démarré à ce moment-là. Contribuer aussi avec Tom Enders à travailler sur l'implantation d'Airbus en Silicon Valley.
poser les prémices de l'Innovation Center, d'Airbus Venture, etc. Bon. Et puis après, j'ai eu des fonctions plus opérationnelles. Un premier projet de fusée, de petite fusée, fait par Ariane Group, qui finalement a été arrêté. Et puis le European Service Module. Donc j'étais Vice President en charge du On Time, On Cost, On Quality Delivery. Et donc ça, c'est vraiment là où on apprend ce que c'est que de diriger un programme, ce que c'est que de tenir son planning le mieux qu'on peut, de gérer sa chaîne de fournisseurs, de gérer une équipe, de créer une confiance dans une équipe. Parce qu'en fait, le spatial, c'est de la physique. Donc, ce n'est pas un milieu où ce n'est pas des programmes sur lesquels on peut, on va dire, faire du marketing ou essayer de cacher les problèmes. Les problèmes, ils finissent par exploser. À un moment donné, il faut les affronter, il faut les anticiper. Exactement. Donc, il vaut mieux, plus on les affronte tôt, plus on crée cette vérité dans l'équipe, en fait, moins il coûte cher à résoudre. Et donc, toutes ces compétences vous ont permis aujourd'hui de proposer quoi comme technologie? Elle s'appelle Nyx. Voilà, concrètement, donc on fait un véhicule orbital, c'est-à-dire on fait un vaisseau spatial. Donc pour être très clair, on ne fait pas une fusée, on est lancé, on pourrait être lancé par Ariane, on peut être lancé aussi par SpaceX, donc on est ce qu'on appelle lanceur agnostique. On peut être lancé par tout lanceur à partir du moment où il est assez puissant pour nous lancer, puisqu'on pèse quand même entre 8 à 10 tonnes. 8 tonnes pour le véhicule de l'orbite basse, une dizaine de tonnes, un peu plus pour le véhicule de lunaire. Donc c'est un véhicule dans lequel on pourrait mettre des hommes. Donc c'est un véhicule, on commence à la façon de SpaceX, on commence par le cargo. Parce qu'une partie de l'équipe, et moi-même ayant travaillé sur le vol habité, on sait que c'est très dur. Et pour prendre quelques benchmarks, typiquement, ça dure 10 ans, ça coûte à peu près 3 milliards de faire un vaisseau qui peut emmener des humains. Donc on commence avec le cargo, parce que là, en fait, en quelques années, on peut aller servir les stations, on peut réentrer, on peut avoir un véhicule qui a son propre business model, qui est rentable. Mais on dessine déjà pour l'humain. C'est-à-dire que le jour où on voudra faire voler des astronautes, on n'aura pas besoin de redessiner un tout nouveau véhicule. Il faudra, entre guillemets, seulement adapter notre véhicule. Et donc les key technologies qui sont en fait nouvelles, c'est la première fois pour certaines d'entre elles qu'on va les développer en Europe. D'abord, c'est la première fois qu'on va avoir un produit qui réentre. Il y a déjà eu des démonstrateurs qui ont été faits, mais c'est la première fois qu'on va avoir un produit qui réentre. Et c'est là tout le nœud et toute la difficulté de cette technologie, la réentrée dans l'atmosphère, c'est un vrai défi technologique. Importante, et c'est d'ailleurs ça ce qu'on va dérisquer rapidement en partant sur le premier vol d'Ariane 6. On va faire un deuxième démonstrateur pour dérisquer à nouveau cette technologie. Donc il faut réentrer de façon contrôlée, évidemment. Il faut que le parachute s'ouvre, ce qui est aussi un autre risque. Bon, donc le deuxième technologie qu'on va développer, là aussi pour la première fois en Europe, c'est la technologie de la réutilisation de cette capsule. Aujourd'hui, il y a un seul véhicule dans le monde qui réutilise sa capsule, c'est SpaceX, c'est le véhicule Dragon. Donc, on va faire la même chose. Et la troisième techno qu'on va développer, créer, c'est la techno de ravitaillement en orbite. Et ça change évidemment complètement la donne, puisque si on peut ravitailler le véhicule en orbite, on n'a plus besoin, entre guillemets, de revenir sur Terre à chaque fois pour faire le plein. Donc, on est dans une capacité de faire des allers-retours entre l'orbite basse, la Lune, la station lunaire, la surface lunaire ou différentes stations. Il faut s'imaginer que dans la fin de la décennie, le monde spatial aura complètement changé. Il y aura 2 stations autour de la Lune. Il y aura 5 à 6 stations autour de la Terre. Donc il y aura besoin de véhicules qui pourront faire ces allers-retours, qui pourront se ravitailler, qui pourront aussi potentiellement aller enlever des débris tout en ayant une capacité de se maintenir très longue. Et donc pour ça, il faut maîtriser le ravitaillement en orbite. Et alors, qu'est-ce qui explique que vous allez être la première avec votre entreprise The Exploration Company à aller challenger ces technologies-là? Honnêtement, j'en sais rien. Non, ce que je constate, c'est que quand je parle à des Américains, ce que je dis est parfaitement normal. On pose même des questions extrêmement détaillées sur comment on va être un complément de Starship, le prochain véhicule de SpaceX, etc. Donc c'est ce que je vous explique sur les stations, 2 autour de la Lune, 4, 5, 6 autour de la Terre. Les gens ne mettent pas ça en question, c'est un fait, ça va être comme ça. Je pense qu'on a plus de mal en Europe à se projeter sur quel va être notre environnement spatial dans 10 ans. Or, les choix technologiques que l'on fait aujourd'hui, le véhicule, il sera opérationnel dans 5-6 ans, en gros. Et puis après, il va avoir une durée de vie au niveau des opérations, chaque fois évidemment avec des améliorations, mais qui va être de 7-8 ans. Donc on ne peut pas prendre une décision technique aujourd'hui en regardant le paysage tel qu'il est. C'est faux. Et d'ailleurs, malheureusement, il y a eu des décisions qui ont été prises en disant on va faire aussi bien que la situation d'aujourd'hui. Sauf que développer un véhicule, ça met 5-6 ans typiquement.
Donc il faut regarder quel va être le paysage dans 5-6 ans, quand le véhicule va commencer à être opérationnel. Et puis, comment ce paysage va évoluer. Donc en gros, se projeter jusqu'à 15 ans et construire un véhicule qui a ce qu'on appelle une capacité de croissance, c'est-à-dire une capacité d'être opérationnel, d'être au bon prix, à la bonne technologie dans les 10-15 ans qui viennent. Et notre conviction, on n'est pas les seuls quand on parle à des investisseurs américains ou des ministères américains, c'est que le transport spatial demain, c'est-à-dire à partir, on va dire, la fin de la décennie, ça va être des véhicules réutilisables, ravitaillables en orbite. Et donc, en fait, c'est tout simplement ça ce qu'on fait. Et effectivement, on est les seuls aujourd'hui en Europe à avoir cette compréhension, peut-être parce que certains ont plus de mal à se projeter à 10-15 ans. On a un tournant en ce moment dans le secteur spatial européen. On a besoin de faire comprendre ces enjeux de souveraineté. C'est une question de souveraineté. Vous étiez justement au sommet du spatial à Toulouse qui s'est tenu il y a quelques mois dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Je propose qu'on regarde un petit extrait de votre discours ce jour-là. I see perhaps a few skeptics in the room. People, for example, saying, well, you know, I've already been told that 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, we live on the moon today. And guess what? We are not living on the moon today. So what has changed? What has changed is that we're experiencing today a new technical turning point. And I would like to compare this technical turning point to the one humanity experienced in the 16th century, when we became able to build large, solid ships that would cross the oceans to explore. A technological turning point, which I would like to compare in the 20th century to the internet, which has unleashed a realm. Donc là, on est à un tournant technologique et c'était le message à faire passer ce jour-là aux membres. Donc il y avait les membres de l'Agence spatiale européenne, il y avait les ministres dans le cadre de la Commission européenne. Enfin, il y avait beaucoup de personnes en charge de décider de l'avenir du secteur spatial. Tous les ministres en charge de l'espace au niveau européen, plus le commissaire breton, effectivement le président de l'Agence spatiale européenne. Donc il y avait un certain nombre de personnes clés. Le message à faire passer, je pense qu'il était triple. La question la plus importante, c'est la question du pourquoi. Beaucoup de gens se disent, mais ça sert à quoi de faire voler des astronautes alors qu'on a nos hôpitaux qui sont surpeuplés, on a des problèmes aujourd'hui très importants d'inflation, etc. Et la question pourquoi on fait voler nos astronautes, c'est parce que justement, on est dans et on revient aux aspects stratégiques, on est dans une dynamique aujourd'hui, industrielle, technologique, etc., qui fait qu'on va aller sur la Lune, puis sur Mars, une fois de plus, pas demain, mais dans 10, 15, 20, 30 ans, et qu'on va aller pour y rester. Et donc, si nous, Européens, on n'a pas notre capacité de faire voler nos astronautes, on va passer à côté d'une partie du futur de l'humanité. En fait, c'est aussi simple que ça. Ça peut sembler grandiloquent, pédant, etc., mais c'est aussi simple que ça. Et passer à côté de ce futur, en fait, ça a des répercussions très, très concrètes. Ça veut dire que si on veut en fait participer à ce futur, mais qu'on n'a pas les bons véhicules, vos impôts, mes impôts, vont devoir aller payer des moyens de transport américains. Et quand on parle d'une base sur la Lune, etc., ce qui coûte le plus cher, c'est pas la base. Ce qui coûte le plus cher, c'est le transport pour y aller. Ça veut dire que potentiellement, dans 10 ans, 12 ans, 13 ans, 30%, 40%, 50% du budget de l'Agence spatiale européenne pourrait aller payer des transports. C'est-à-dire qu'on ne sera pas souverain et en plus, on ne sera pas souverain et en plus, on devra le payer. Et alors, en plus, la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont on le paye, c'est sous forme de troc. Donc, on développe de la technologie en Europe qu'on échange contre des voyages de Thomas Pesquet. Mais demain, avec les stations privées, on va devoir littéralement transférer du cash de l'autre côté de l'Atlantique pour payer ces voyages. Alors, ces voyages, ils servent à participer en fait à ce futur. Et aussi, il y a un effet technologique retour sur la Terre extrêmement important. Et ça, on ne le sait pas toujours, mais les technologies qui ont permis la mission Apollo sont incroyables. Et pour simplifier l'espace, c'est très dur en fait de vivre dans l'espace. Et donc, on va devoir développer des technologies en termes de recyclage, en termes de batterie, en termes de maîtrise de la consommation d'énergie, etc., qui vont avoir des impacts très importants sur Terre. Donc, si on n'y va pas, non seulement on se prive de position stratégique, on se prive de participer à une partie de notre futur, on se prive aussi de créer un futur qui soit plus coopératif, parce que si on n'est pas là, il y aura la Chine et les États-Unis. Et je pense que c'est important, ce futur concret sur comment la paix et
Les relations internationales pourront s'organiser aussi sur Terre. L'espace a toujours été un lieu d'inspiration pour la paix ou au contraire d'inspiration pour des relations plus conflictuelles. Et puis, il y a cet aspect économique, technologique, sur les industries qui ne sont pas spatiales. Alors, ma question, et ce sera certainement la dernière, Hélène, si l'Europe n'y va pas, si l'Europe décide de ne pas saisir cette question de l'ambition d'un vol habité européen, par exemple aux ministériels qui auront lieu le 22 novembre prochain à Paris, est-ce que vous ferez quand même votre projet? Est-ce que vous irez voir quoi? La NASA? Les Américains? La Chine? Donc, premièrement, nous sommes financés par des investisseurs privés. Si l'Europe prend la décision, malheureusement, dans quelques mois, de ne pas y aller, en tout cas, ça n'aura pas d'impact pour nous immédiat. Ça aura un impact moyen terme, parce que ça veut dire qu'on ne pourra pas commencer à développer les technologies de vol habité. Parce qu'autant on peut financer un véhicule cargo sur fonds privés, parce que c'est un investissement qui se fait dans un temps qui est raisonnable et sur lequel le retour sur investissement aussi se fait sur un temps qui est raisonnable. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'investissement pour faire voler de l'humain, c'est de l'ordre de 3 milliards, c'est de l'ordre de 10 ans, donc il n'y a pas d'investisseur privé, sauf s'il est milliardaire qui va investir là-dessus. Donc ça veut dire que nous, on va garder notre business privé, mais à une échelle qui va être pas celle qu'elle aurait pu être. Et effectivement, les contrats, on va devoir probablement aller voir la NASA, les stations privées, mais ça de toutes les façons, on va aller voir pour avoir plus de contrats. Donc on va devenir plus dépendant au niveau du chiffre d'affaires du partenaire américain que si l'Europe a cette ambition. Mais bon, ce ne sera pas une question de vie ou de mort pour nous, mais ce sera extrêmement dommage pour l'Europe. Et mon message, c'est que cette ambition, elle peut être très grande, mais on peut commencer très petit. Et quand on regarde la plupart des startups qui ont réussi, il y a une ambition très grande qui a été posée, mais après les pas se font rapidement, mais à petite échelle. Donc ce qui est important à mon avis, c'est qu'il y ait un consensus politique qui se crée pour se dire en gros, si on n'y va pas, on perd une partie de notre histoire. Et on ne se donne pas droit à participer à un futur qui va être celui de l'humanité. Donc il faut y aller. Et après, ça ne veut pas dire qu'on doit mettre 5 milliards sur la table. On peut y aller en mettant 10, 20, 30 millions. Simplement, on démarre. Ok, on démarre. Alors, merci beaucoup, Hélène Huby, dirigeante et cofondatrice de The Exploration, compagnie aux ambitions lunaires, si j'ose dire, mais pas que, en fait. L'idée, c'est donc, je le rappelle, de créer un véhicule qui pourra transporter et des cargaisons et des hommes, peut-être demain, pour le futur de l'humanité. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission Smart Space 100% dédiée au secteur spatial sur Bismart. On se retrouve dès la semaine prochaine. Bon week-end.